Et l'hiver s'était abattu sur Willow Creek, précoce et féroce, comme si la nature tenait à rappeler aux hommes qui étaient le véritable maître des lieux. Ethan Holt menait son cheval sur un sentier gelé le long de la rivière, plissant les yeux face au vent glacial qui lui projetait une poussière de neige au visage. Son chapeau à large bord était depuis longtemps couvert de givre, son manteau de cuir trempé jusqu'à l'os, et l'écharpe de laine enroulée sur son col était devenue rigide sous l'effet du froid. Le soleil de décembre, bas sur l'horizon, teintait le ciel d'une couleur inquiétante entre le gris et l'orangé. Et Ethan savait qu'il ne lui restait pas plus d'une heure avant la tombée de la nuit. Il revenait de Copper Ridge, où il avait vendu son dernier lot de fourrure. L'argent reposait dans la poche secrète de son gilet, lourd et rassurant. Cela devrait suffire pour les provisions jusqu'au printemps, et peut-être même pour une nouvelle bouilloire, car l'ancienne était si percée qu'il était devenu impossible d'y faire du café. Ethan menait une vie simple. Il chassait, posait des pièges, préparait les pots et se rendait en ville une fois par mois pour vendre son butin. Pas de conversations inutiles, pas d'obligations. C'était plus simple ainsi. Sa cabane se trouvait à 3 miles de là, nichée dans une épaisse forêt de pins sur une colline où le vent s'engouffrait moins dans les murs et où le bois de chauffage était toujours à portée de main. Ethan s'imaginait déjà allumer le foyer, préparer une épaisse soupe de venaison et s'effondrer sous ses couvertures chaudes. Peut-être même sortirait-il la bouteille de whisky qu'il gardait pour les grandes occasions. Ce soir semblait tout indiquer. Le froid lui glaçait les os. Le cheval d'Ethan, un hongre baille nommé Ray, s'ébroua soudainement et secoua la tête, s'immobilisant net. Ethan tira sur les rênes et regarda autour de lui. À gauche, la rivière grondait sourdement, prise par la glace uniquement sur les bords, tandis qu'au milieu, l'Eo coulait encore, sombre et rapide. À droite, les arbres se dressaient, immobiles, leurs branches couvertes de neige. Rien d'inhabituel. « Qu'est-ce qu'il y a, mon vieux ?» murmura Ethan en tapotant l'encolure de sa monture. Coton Ray renifla de nouveau. Et c'est alors qu'Ethan entendit un son faible, presque imperceptible dans le fracas du vent et de l'eau, comme un cri. Il se figea, tendant l'oreille, et une seconde plus tard, le son se répéta. C'était une voix de femme. Ethan sauta de sa selle et courut vers la rivière, le cœur battant. Quelques pas de plus, et il la vit. Une femme se débattait au milieu du courant, s'agrippant à un morceau de bûche. Son manteau sombre l'entraînait vers le fond. Ses cheveux collaient à son visage. Ses lèvres étaient bleues. Elle ne bougeait presque plus. Seules ses mains serraient convulsivement le bois. « Tenez bon !» cria Ethan en se débarrassant de son manteau. Il savait qu'il n'avait que quelques secondes. La Kéo de la rivière était glaciale, et si elle y était restée plus de quelques minutes, l'hypothermie avait déjà commencé son œuvre. Ethan retira ses bottes, restant en chemise et en gilet, attrapa une corde dans sa sacoche et en noua une extrémité autour du pin le plus proche. Il fixa l'autre bout à sa ceinture. « Couteau comme fonceur !» cria-t-il de nouveau, avant d'entrer dans l'eau. Le froid le saisit comme un millier d'aiguilles s'enfonçant dans sa peau. Ethan se maudit de ne pas avoir enlevé son gilet, qui se gorgea d'eau instantanément et devint pesant. Mais il était trop tard pour reculer. Il avançait sur les pierres glissantes du fond, l'eau lui montant à la taille, puis à la poitrine. Le courant lui fouettait les jambes, tentant de le déséquilibrer. Mais Ethan continuait, sans quitter la femme des yeux. Elle leva la tête. Ses yeux sombres et effrayés croisaient les siens, et une lueur d'espoir y brilla. « Donnez-moi la main !» souffla Ethan en l'atteignant. Elle y essaya, mais ses doigts ne lui obéissaient plus. Ethan l'attrapa par le poignet, puis par la taille, et l'arracha brusquement à la bûche. Elle sanglota et s'affaissa dans ses bras, telle une poupée de chiffon. Ethan fit demi-tour et la tira derrière lui. Le courant était plus fort. L'eau lui cinglait le visage. Ses pieds glissaient. Mais la corde à sa ceinture tenait bon. Pas à pas, mètre après mètre, il sentit enfin le sol se raffermir, puis la berge. Il hissa la femme sur la neige et s'effondra à côté d'elle, cherchant son souffle.
Pendant 1 minute, il resta simplement allongé, écoutant les battements de son cœur, sentant tout son corps se trembler. Puis il la regarda. Elle gisait immobile, les yeux clos, les lèvres violettes. Sous son manteau trempé, on devinait une robe bleu foncé, maintenant presque noire. Ses longs cheveux châtains s'étalaient sur la neige. Dit Ethan en la secouant par l'épaule. Elle ne répondit pas. Ethan se pencha, posant son oreille sur sa poitrine. Son cœur battait, faiblement, mais il battait. Elle respirait aussi, à peine perceptiblement. Il se releva d'un bond, rassembla ses affaires, enfila son manteau. Il prit la femme dans ses bras, elle était détente et légère, presque immatérielle, et la porta jusqu'à son cheval. Ray attendait patiemment un peu plus loin. Ethan l'installa en selle, monta derrière elle, la maintenant d'une main, et lança sa monture au galop. Les 3 miles jusqu'à la cabane lui parurent une éternité. Le vent avait forci, la neige tombait plus drue, et Ethan craignait de se retourner vers la femme, de voir qu'elle ne respirait plus. Il la serrait contre lui, espérant la réchauffer un peu avec son propre corps, et murmurait quelque chose qui ressemblait à une prière, bien qu'il ne crût plus en Dieu depuis longtemps. Quand la cabane apparut enfin d'entre les arbres, Ethan sentit un immense soulagement. Il sauta du cheval, souleva la femme et fit irruption dans la maison en poussant la porte d'un coup de pied. Il y faisait froid, le foyer était éteint depuis longtemps, mais au moins il n'y avait pas de vent. Il la déposa sur le lit dans le coin, un large cadre en bois surmonté d'un matelas et de 2 couvertures de laine. Ses doigts s'étaient été gourds, mais il s'obligea à agir vite. Il alluma un feu dans le foyer, y jeta une brassée de bûches sèches. La flamme s'éleva avidement, et la chaleur commença à se répandre lentement dans la pièce. Puis, il retourna près du lit. La femme gisait, immobile, les yeux fermés. Ses vêtements ont été trempés, et Ethan savait que s'il ne les lui retirait pas immédiatement, elle mourrait d'hypothermie. Il serra les dents, détourna le regard, et commença à déboutonner son manteau. Ses mains tremblaient, de froid ou de gêne. Il ôta le manteau, puis s'attaqua à la robe. Elle était lourde, gorgée d'eau, et il eut du mal à lui faire passer par la tête. En dessous, il y avait un corset et une chemise, également trempés. Ethan ferma les yeux, expira et continua. Il ne regardait que le strict nécessaire, travaillant rapidement, avec concentration. Quand il eut enfin enlevé tous les vêtements mouillés, il la couvrit d'une couverture sèche, puis d'une seconde, puis de sa propre fourrure. Il rapprocha le lit du foyer pour qu'elle reçoive la chaleur directement. Ce n'est qu'alors qu'il s'autorisa à souffler. Il retira sa propre chemise et son gilet humide, enfila une chemise de flanelle sèche et un pull tricoté. Il mit une bouilloire d'eau sur le feu. Elle aurait besoin de thé quand elle reprendrait conscience. Si elle reprenait conscience. Ethan s'assit sur une chaise près du lit et regarda l'inconnu. À la lueur du feu, son visage semblait presque transparent, sa peau pâle, des ombres sombres sous ses yeux. Ses cheveux châtains, encore humides mais plus glacés, s'étalaient sur l'oreiller. Elle était jeune, 25 ans tout au plus. Ses traits étaient réguliers, mais pas poupins. Un menton volontaire, un nez droit, des pommettes hautes. Même maintenant, à moitié morte, elle semblait prête à se battre jusqu'au bout. Qui était-elle? Que faisait-elle dans la rivière? Ethan n'avait vu ni chariot ni cheval aux alentours. Était-elle venue à pied? Par un froid pareil, c'était un suicide. Il se frotta le visage, sentant la fatigue l'accabler. Ses propres vêtements séchaient près de la porte. L'eau s'écoulait de ses bottes posées près du foyer. Il se leva, suspendit ses affaires mouillées à des crochets pour qu'elles sèchent et retourna près du lit. La femme bougea. D'abord un frémissement à peine perceptible de ses cils, puis ses doigts se crispèrent sur la couverture. Ethan se pencha. « Cotonne » dit-il doucement. Elle gémit
et ses yeux s'ouvrirent lentement. Sombre, presque noir, il le fixait sans le voir, comme si elle ne réalisait pas encore où elle était. Puis son regard s'éclaircit, et la peur y brilla, dit rapidement Ethan en reculant pour lui laisser de l'espace. « Vous êtes en sécurité. Je vous ai sorti de la rivière. » Elle tenta de s'asseoir, mais son corps ne lui obéissait pas. Ethan tendit la main pour l'aider, mais elle se recula, s'enveloppant plus étroitement dans la couverture. Cototin, sa voix était rauque, à peine audible. « Cototin, » répondit Ethan en désignant les crochets. « Cototin. » Elle le fixa longuement, d'un air scrutateur, comme pour décider si elle pouvait lui faire confiance. Ethan soutint son regard. Finalement, elle hocha à peine la tête et se laissa retomber sur l'oreiller. « Cototin » demanda haut Ethan en se rasseyant. « Cototin » souffla-t-elle après une pause. « Cototin. » Elle ferma les yeux et une expression traversa son visage. Douleur, peur, colère, tout à la fois. « Cototin 103 » dit-elle enfin. « Cototin 104, Cototin 105 » répéta Ethan en fronçant les sourcils. « Cototin 106 » Clara ouvrit les yeux et le regarda avec une fureur inattendue. « Cototin c'est toi, Cototin date, Cototin. » Ethan se tut. Il voyait cette détermination dans ses yeux, ce feu qui ne s'éteignait pas même après qu'elle ait failli mourir. Elle cachait quelque chose, c'était évident. Mais ce n'était pas le moment d'insister. Elle tenait à peine le coup. « D'accord, » dit-il calmement. « Peu importe. L'important, c'est que vous soyez en vie. Je vais vous préparer un thé, il faut vous réchauffer de l'intérieur. » Il se leva et se dirigea vers le foyer. L'eau dans la bouilloire commençait à bouillir. Il versa des feuilles de menthe séchées dans une tasse et y ajouta l'eau bouillante. L'odeur se répandit dans la cabane, se mêlant à celle des bûches et de la résine de pin. Il ajouta une cuillère de miel et retourna vers Clara. « Cotomendiou » dit-il en lui tendant la tasse. Elle essaya de la prendre, mais ses mains tremblaient si fort qu'elle faillit la laisser tomber. Ethan rattrapa la tasse et la porta à ses lèvres. Clara se figea, le regardant avec méfiance, puis but une petite gorgée, puis une autre. Le thé était brûlant, et elle grimaça, mais continua à boire. « Merci » murmura-t-elle quand la tasse fut vide. « De rien. » Ethan posa la tasse sur la table et retourna sur sa chaise. Un silence lourd et gênant s'installa. Il regardait le feu, écoutant le crépitement des bûches et le hurlement du vent dehors. La chute de neige s'était intensifiée et les flocons frappaient maintenant la fenêtre avec une telle force qu'on aurait dit que quelqu'un jetait des poignées de sable. « La tempête se lève, » dit Ethan. « Vous n'irez nulle part ce soir, et probablement pas demain non plus. Vous devrez rester. » Clara ne répondit pas, se contentant de serrer plus fort la couverture. Ethan comprit qu'elle avait peur. Peur de lui, peur de ce qui allait suivre. Il voulut dire quelque chose de rassurant, mais ne savait pas quoi. Les mots lui avaient toujours été plus difficiles que les actes. « Code Monsego » dit-il enfin, la regardant droit dans les yeux. « Cotonsi. » Elle hocha la tête, sans le quitter des yeux. « Cotonaïs » demanda-t-elle soudain à voix basse. Ethan fut du surpris. « Cotonpointion, Cotegotillens. » Il resta silencieux, cherchant ses mots. « Cotonbosser. » Clara eut un sourire, à peine perceptible, mais un sourire. Et il y avait tant d'amertume dans ce sourire qu'Ethan en fut mal à l'aise. Que lui était-il arrivé? De qui ou de quoi fuyait-elle? « Reposez-vous, » dit-il en se levant. « Je vais préparer le dîner. Vous devez manger. » Il sortit de la réserve de la venaison séchée, un oignon, une carotte et des pommes de terre. Il éplucha les légumes, coupa la viande, jeta le tout dans une marmite et la posa sur le feu. Clara l'observait de ses yeux mi-clos, et Ethan sentait son regard sur lui, lourd et scrutateur. Pendant que la soupe cuisait, il ajouta des bûches au feu, vérifia le séchage des vêtements. La robe de Clara était encore humide, le corset aussi.
Il faudrait du temps. Ethan décrocha du mur sa chemise de flanelle de rechange, un modèle rouge foncé à carreaux noirs, et la posa sur le dossier de la chaise près du lit. « Quote 125 » dit-il. « Quote 126 » Clara regarda la chemise, puis lui, et une lueur de surprise passa dans ses yeux. « Quote 127 » répéta-t-elle. Et cette fois, sa voix était plus chaude. Quand la soupe fut prête, Ethan en remplit 2 bols et en tendit un à Clara. Elle s'assit, tenant la couverture autour d'elle, et prit sa cuillère. Elle mangeait lentement mais avec avidité, comme si elle n'avait pas mangé depuis longtemps. Ethan mangeait en silence, sans la regarder, pour lui laisser son espace. Après le dîner, il rangea la vaisselle, se versa une tasse d'eau de café et s'assit près du foyer. Clara était de nouveau allongée, le regard fixé sur le plafond. Dehors, la tempête faisait rage. La neige recouvrait le sentier. Et Ethan savait qu'il faudrait déblayer des congères le lendemain. Mais ça, c'était pour demain. Pour l'instant, il faisait chaud, ils étaient rassasiés et en sécurité dans la cabane. « Ethan » appela doucement Clara. Il se tourna. « Oui, je vous suis vraiment reconnaissante. Vous m'avez sauvé la vie. » Il hocha la tête, ne sachant que répondre. « Dormez, » dit-il simplement. « Le reste attendra demain. » Clara ferma les yeux, et quelques minutes plus tard, sa respiration devint régulière. Ethan termina son café, étendit une vieille couverture près du foyer, et s'allongea, fixant le feu. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête, l'empêchant de dormir. Qui était cette femme? D'où venait-elle? Et surtout, qu'allait-il faire d'elle maintenant? La tempête hurlait dehors, et Ethan ferma les yeux, espérant que le matin apporterait des réponses. Ethan fut réveillé par un grincement de plancher. Il ouvrit les yeux et vit qu'il faisait encore sombre dehors. L'aube commençait à peine à percer l'épais rideau de neige. Le feu dans le foyer était presque éteint, ne laissant que des braises rougeoyantes dans la pénombre. Ethan leva la tête et vit Clara. Elle se tenait près de la table, enveloppée dans une couverture, pieds nus, les cheveux en désordre. Dans sa main, elle tenait son couteau de chasse. Ethan s'assit lentement, s'efforçant de ne pas faire de mouvements brusques. Son cœur s'emballa, mais il se força à parler calmement. « Coton trois. » Elle sursauta et se tourna. Son visage était pâle, ses yeux grands ouverts, emplis de peur. Le couteau tremblait dans sa main. « Côte 134. » murmura-t-elle. « Côte 135. Côte 136. » Elle garda le silence, le regardant comme si elle essayait de décider s'il était un ennemi ou un allié. Ethan se leva lentement, les mains bien en vue. « Posez le couteau, Clara. Je vous l'ai dit, je ne vous toucherai pas. Je vous donne ma parole. » Elle resta immobile quelques secondes de plus, puis baissa la main et posa le couteau sur la table. La couverture glissa de son épaule, et Ethan vit qu'elle portait bien sa chemise, immense, lui arrivant aux genoux, les manches retroussées. Elle paraissait à la fois sans défense et obstinée. « Code 138, » dit-elle à voix basse. « Code 139. » Ethan hocha la tête en s'approchant du foyer. Il ajouta quelques bûches, attisa les braises, et la flamme repartit, répandant sa chaleur dans la pièce. « Chikosoki. »« Je comprends, » dit-il sans la regarder. « Mais ici vous êtes en sécurité. Vous pouvez me croire ou non, c'est votre choix. Mais si vous comptez rester sous mon toit, il faudra au moins essayer. » Clara ne répondit pas. Ethan mit une bouilloire sur le feu pour le café et sortit de la réserve de la farine de maïs, du sel et du lard. Des galettes pour le petit déjeuner, un repas simple mais nourrissant. Il pétrissait la pâte, sentant son regard sur lui, et gardait le silence. Il fallait qu'elle s'habitue. « La tempête s'est calmée ?» demanda enfin Clara. « Non, » répondit Ethan en désignant la fenêtre. « Il neige toujours. Ça se calmera peut-être vers midi ou peut-être pas. L'hiver est imprévisible ici. Depuis combien de temps suis-je ici? Une nuit. Vous avez dormi une quinzaine d'heures, je pense. Votre corps récupérait. » Clara s'approcha du foyer et s'assit sur une chaise.
Elle tenait toujours la couverture autour d'elle, comme une armure. Ethan jeta les galettes sur la poêle chaude, et elles grésillèrent, diffusant leur arôme dans la cabane. Le café bouillait déjà, fort et amer. Coton 47 dit Ethan en versant 2 tasses de café. Coton 41 coton. Ils prirent leur petit déjeuner en silence. Clara mangeait lentement, par petites bouchées, comme si elle craignait que la nourriture ne disparaisse. Ethan remarqua la maigreur de ses poignets, ses pommettes saillantes. Elle n'avait pas mangé correctement depuis longtemps. C'était évident. Coton 105 demanda-t-il quand ils eurent terminé. Elle se figea, la tasse suspendue à ses lèvres. Coton 51, répondit-elle après une pause. Coton sti, coton sibra, coton. Clara posa sa tasse et le regarda droit dans les yeux. Le même feu qu'Ethan avait vu la veille brillait dans son regard. Celle dont je ne veux pas parler. Ethan s'adossa à sa chaise, les bras croisés. Coton mentier, dit Clara rapidement, trop rapidement. Coton assignonan. Elle se détourna, regardant le feu. Côté-moi Santas. Ethan soupira. Il ne voulait pas la presser, mais il savait que la vérité finirait par éclater. Elle éclate toujours. Côté-moi 161, dit-il en se levant. Côté 162. Clara hocha la tête et Ethan enfila une épaisse peau de mouton, enroula son écharpe, mit son bonnet et ses gants. Il prit une pelle et sortit. Le gel lui mordit le visage, le forçant à plisser les yeux. La neige formait des congères jusqu'aux genoux, parfois plus haut. Le vent s'était calmé, mais les flocons tombaient encore, lents et paresseux. Le ciel était gris, lourd, sans la moindre éclaircie. Ethan commença à déblayer le sentier menant à la réserve de bois, travaillant méthodiquement à un rythme régulier. Le travail physique l'avait toujours aidé à réfléchir. Clara Winters, une femme étrange, belle, il l'avait remarquée la veille, malgré tout. Mais ce n'était pas une beauté de magazine, ni lisse ni parfaite. Il y avait en elle quelque chose de sauvage, d'indompté. Elle lui rappelait un lynx blessé qu'il avait trouvé un jour dans la forêt, prêt à mordre et à griffer, mais dont le regard implorait de l'aide. Il termina le sentier, rentra 3 brassées de bois et les empila sous l'auvent près de la porte. Puis il se dirigea vers le petit enclos où se tenait Ray. Le cheval l'accueillit d'un léger hennissement et Ethan lui tapota l'encolure. « Cotomors François » murmura-t-il en versant de l'avoine dans la mangeoire. « On dirait qu'on a une invitée pour un bon moment. Qu'en dis-tu » Ray renifla en plongeant son museau dans la nourriture et Ethan sourit. « Je suis bien d'accord. » Quand il rentra dans la cabane, Clara se tenait près de la fenêtre, regardant la forêt. Elle s'était changée. Elle portait sa robe bleue, maintenant sèche mais froissée. Elle n'avait pas mis son corset, et la robe tombait plus librement, révélant la ligne de son cou. Elle avait tressé ses cheveux, dégageant son visage. Ethan s'arrêta sur le seuil, la contemplant. Ainsi, dans la lumière du matin, elle paraissait plus jeune et plus calme. « dit-elle, sans se retourner. Elle se retourna, et Ethan vit quelque chose de nouveau dans ses yeux. Pas de la peur, ni de la colère, mais de la fatigue. Une fatigue profonde, écrasante. « Coton Satan, dit-elle doucement. Coton Satani. » Ethan hocha la tête. « Coton 112. » Clara s'approcha de la table, inspectant les lieux comme pour évaluer la tâche. Puis elle retroussa ses manches et se mit au travail. Ethan l'observa quelques minutes, surpris par l'assurance de ses gestes. Ses mains étaient habiles, ses mouvements précis. Elle savait vraiment cuisiner. Il s'assit à table, sortit un morceau de cuir d'un tiroir et commença à réparer une courroie de sa selle, cassée depuis une semaine. Ils travaillèrent en silence, chacun absorbé par sa tâche. Mais le silence n'était pas tendu, presque confortable. De temps en temps, Ethan jetait un œil à Clara, la regardant couper l'oignon, remuer la marmite ou repousser une mèche de cheveux rebelle. « Vous vivez seul ici depuis longtemps » demanda-t-elle soudain. « 3 ans » répondit Ethan sans quitter sa courroie des yeux. « Vous ne vous ennuyez pas »
Je m'y suis fait. Et avant? Ethan s'arrêta, puis reprit sa couture. Coton 7, coton 9. Il resta silencieux, cherchant ses mots. Coton en carfait. Clara hocha la tête, comme si elle comprenait. Coton canin, coton 30. Elle eut un sourire amer. Coton 3, coton condos. Clara ne répondit pas, se contentant de serrer plus fort sa cuillère. Ethan comprit qu'il avait touché un point sensible et se tut. Il la laisserait parler quand elle serait prête. À midi, la soupe était prête, épaisse, parfumée, avec de gros morceaux de viande et de pommes de terre. Ils s'assirent à table, et Ethan goûta une première cuillerée. C'était délicieux, vraiment. « Vous cuisinez bien, dit-il. Merci. C'est ma mère qui m'a appris. Elle disait qu'une femme doit savoir nourrir sa famille, même si elle n'a que de l'eau et des pierres sous la main. C'était une femme sage. Oui, elle l'était, répéta Clara doucement. Et Ethan comprit que sa mère n'était plus de ce monde. Ils terminèrent leur repas en silence. Après le déjeuner, Ethan proposa à Clara de se reposer, mais elle refusa. « Que tu en dormes, dit-elle. Que tu es au centre de ça. Ethan haussa les épaules et lui montra la réserve dans le coin, où étaient stockées les provisions. Farine, sel, sucre, viande séchée, conserve. La boîte à outils, sous le lit, les vêtements sur des crochets et dans un coffre près du mur. La vaisselle sur une étagère. Les armes, un fusil, 2 revolvers, des munitions. Sur le mur, au-dessus de la porte. Clara inspecta les lieux, hocha la tête et commença à ranger. Elle balaya le sol, essuya la poussière de la table, tria la vaisselle. Ethan la regardait avec surprise. La plupart des femmes, après avoir vécu ce qu'elle avait vécu, seraient restées au lit à se plaindre de leur faiblesse. Mais Clara ne se plaignait pas. Elle travaillait comme pour se prouver quelque chose à elle-même ou à lui. « Vous n'êtes pas obligé, dit Ethan. Je sais, mais je veux le faire. » Il ne discuta pas. Le soir, quand la nuit fut tombée, ils s'assirent de nouveau près du foyer. Ethan se versa un whisky, en proposa à Clara, mais elle refusa. Il buvait lentement, regardant le feu, sentant la fatigue envahir son corps. Clara était assise en face, sur sa chaise, les genoux repliés dans ses bras. Elle aussi regardait le feu, et Ethan voyait la flamme se refléter dans ses yeux, les transformant en ambre. « Côté sera, dit-elle soudain, et sa voix était si basse qu'il l'entendit à peine. Côté Guanca, côté son. Ethan serra son verre, sentant le froid du métal lui brûler la paume. Côté sensi, admit-il, côté kiti, côté ita. Il resta silencieux un long moment, si long que Clara crut qu'il n'allait pas répondre. Mais Ethan se mit à parler, lentement, posément. Côté ça. Il but une gorgée de whisky, et le liquide lui brûla la gorge. Côte de sang. Clara gardait le silence, le regardant de ses grands yeux ouverts. Côte d'Uina, ça continua Ethan. Côte d'un, murmura Clara. Côte d'un quadre, côte d'Osia. Ethan la regarda. Côte d'Osia. Clara hocha la tête, détournant le regard. Côte de cette noce, dit-elle doucement. Côte d'Ontino, côte de noce. Elle se tut, et Ethan vit la douleur se peindre sur son visage, une douleur vive, aiguë. Puis elle expira et se mit à parler, le regard fixé non pas sur lui, mais sur le feu. « Que tenante ?» Ethan serra les poings, sentant la colère monter en lui. Clara continua, la voix tremblante, mais sans s'arrêter. « J'ai supporté ça pendant 2 ans. Je pensais que je le changerais, que je deviendrais meilleur, et qu'alors il arrêterait. Mais il n'a pas arrêté. Il est devenu pire. Il y a 1 mois, il a failli me tuer. Il m'a cassé 2 côtes, m'a laissé sur le sol, en sang. Et là, j'ai compris. Si je restais, il me tuerait pour de bon. Alors je me suis enfui. J'ai pris l'argent que j'ai pu trouver. J'ai volé son cheval et je suis parti au milieu de la nuit. Et il vous a suivi, dit Ethan. Oui, il a engagé des hommes. Je les ai vus à Copper Ridge, alors j'ai continué.
Je pensais traverser la rivière, me réfugier dans les montagnes où il ne me trouverait pas. Mais la glace n'a pas tenu. Et le cheval, je l'ai perdu avant la rivière. Il a eu peur des loups et s'est enfui. J'ai continué à pied. Ethan secoua la tête, n'en croyant pas ses oreilles. Cette femme avait traversé l'enfer, mais elle tenait encore bon, elle se battait encore. « Il ne vous trouvera pas ici », dit Ethan fermement. « Peu de gens connaissent Entomacabane, et personne ne s'aventurera dehors par une telle tempête. Vous êtes en sécurité. » Clara le regarda, et des larmes brillèrent dans ses yeux, les premières qu'Ethan voyait. « Côte d'Iti » murmura-t-elle. Côte d'Inat, Ethan se leva, s'approcha d'elle, et s'accroupit pour que leurs yeux soient au même niveau. « C'est possible, » dit-il calmement, « mais je ne pense pas que vous mentiez. J'ai vu trop de mensonges dans ma vie pour ne pas reconnaître la vérité. Et votre douleur, elle est réelle. Si je peux aider, j'aiderai, simplement parce que c'est la bonne chose à faire. » Une larme coula sur la joue de Clara, et elle l'essuya d'un revers de main. « Merci, » souffla-t-elle. « Merci, Ethan. » Il hocha la tête et retourna à sa place. Le silence s'installa de nouveau, mais cette fois, il était différent, non pas tendu, mais chaleureux, presque confiant. Ethan sentait que quelque chose avait changé entre eux. Ils n'étaient plus des étrangers. Cette nuit-là, tandis que Clara dormait dans le lit et qu'Ethan était allongé près du foyer, il resta longtemps éveillé, fixant le plafond. Les pensées tourbillonnaient. Clara Winters, une femme qui avait fui un tyran au péril de sa vie. Une femme qui ne s'était pas brisée, malgré tout. Elle était forte, plus forte que beaucoup d'hommes qu'il connaissait. Et belle. Ça non plus, Ethan ne pouvait le nier. Mais la beauté n'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'était sa façon de regarder le monde. Avec défi, avec espoir, avec une foi obstinée que les choses pouvaient être différentes. Ethan ferma les yeux, écoutant le crépitement des braises et la respiration régulière de Clara. Dehors, le vent avait redoublé de violence, et la neige frappait la vitre, comme pour tenter d'entrer. Mais ici, dans la cabane, il faisait chaud et ils étaient en sécurité. Et pour la première fois en 5 ans, Ethan Holt sentit que la solitude qu'il avait tant chérie ne lui semblait plus être une bénédiction. 5 jours s'étaient écoulés depuis qu'Ethan avait sorti Clara de la rivière. La tempête s'était enfin calmée le 3e jour, laissant derrière elle un monde enveloppé d'un silence blanc. La neige recouvrait tout, les toits, les arbres, les sentiers, d'une épaisse couverture immaculée. Le soleil était réapparu, vif et froid, faisant scintiller les environs de millions de minuscules diamants. Ethan se tenait sur le seuil de la cabane, sirotant son café matinal et contemplant la forêt. La fumée de la cheminée montait droit dans le ciel, un fin fil gris. Au loin, un corbeau croissa, et le son résonna dans le silence, grave et solitaire. Il inspira l'air glacial, sentant ses poumons se remplir de fraîcheur, et s'accorda un luxe rare. Rester là sans rien faire, simplement être. Derrière lui, dans la cabane, Clara fredonnait. Doucement, presque inaudiblement, mais Ethan reconnut la mélodie, une vieille berceuse que sa mère lui chantait enfant. Il sourit sans s'en rendre compte. En quelques jours, la cabane avait changé. Pas en apparence. Les meubles étaient aux mêmes places, les murs toujours de rondins bruts. Mais quelque chose d'impalpable flottait dans l'air. De la chaleur, du confort, la présence d'une autre personne. Ethan n'aurait pas cru que cela lui manquerait. Mais c'était le cas. Clara aussi avait changé. La pâleur avait quitté son visage, ses joues avaient repris des couleurs. Ses yeux n'avaient plus l'air effrayés. Elle bougeait plus librement, parlait plus souvent et riait parfois, un rire bref et contenu, mais un rire tout de même. Ethan la voyait s'épanouir de jour en jour comme une plante sortie d'une cave sombre et placée à la lumière du soleil. Ils avaient trouvé leur rythme. Ethan se levait à l'aube, allumait le feu, sortait vérifier son cheval et rentrait du bois. Clara se levait un peu plus tard et préparait le petit déjeuner.
Ils mangeaient ensemble, discutant des plans de la journée. Ensuite, Ethan partait chasser ou vérifier ses pièges, tandis que Clara restait à la cabane pour cuisiner, nettoyer ou raccommoder ses vêtements qui en avaient de grands besoins. Le soir, ils s'asseyaient auprès du feu. Parfois ils parlaient, parfois ils restaient silencieux. Ethan lui parlait de la forêt, des animaux, de la manière de lire les traces dans la neige. Clara lui parlait de Saint-Louis, des rues bruyantes, du fleuve Mississippi, des bateaux à vapeur qui allaient et venaient, emportant les rêves des gens vers des contrées lointaines. Elle parlait de sa mère, morte quand elle avait 16 ans, la laissant seule avec un père alcoolique qui dilapida tout l'héritage et mourut 2 ans plus tard. Elle racontait comment elle avait essayé de survivre, travaillant comme couturière, blanchisseuse, serveuse dans un saloon. Comment elle avait rencontré Nathaniel qui lui avait semblé être un sauveur, mais qui s'était révélé être une malédiction. Ethan écoutait sans l'interrompre, et à chaque mot, il la comprenait mieux. Clara n'était pas faible, c'était une survivante. Et c'est là que résidait sa véritable force. Ce matin-là, Ethan décida de lui montrer les environs. La neige avait cessé de tomber, le chemin était praticable, et il pensa que l'air frais lui ferait du bien. Clara accepta avec un enthousiasme qui le surprit. « J'ai déjà oublié ce que c'est que de voir autre chose que 4 murs, » dit-elle en enfilant son manteau de laine de rechange. Il était trop grand pour elle, mais elle le ceintura, retroussa les manches et avait l'air presque garçonne. Elle portait d'épaisses chaussettes de laine et ses vieilles bottes solides, rembourrées de chiffon pour ne pas flotter. Elle avait caché ses cheveux sous un bonnet qu'elle avait tricoté elle-même avec des restes de laine trouvés dans un coffre. Ils sortirent ensemble et Clara eut le souffle coupé en voyant le monde transformé. Tout était blanc, brillant, immaculé. Les arbres se dressaient comme des géants figés, leurs branches ployant sous le poilier de la neige. Le ciel était d'un bleu vif, si pur que cela faisait mal aux yeux. « C'est magnifique », souffla-t-elle. « Oui », acquiesça Ethan. « L'hiver est rude ici, mais il est magnifique. » Ils suivirent entre le sentier qu'Ethan avait tracé ces derniers jours. La neige crissait sous leurs pas. Le gel leur pinçait les joues. Clara marchait à ses côtés, regardant autour d'elle avec de grands yeux, comme si elle voyait tout pour la première fois. C'était peut-être le cas. En ville, l'hiver était différent. Il y avait la boue, la suie, la foule. Ici, il y avait le silence, la blancheur, la paix. Ethan la conduisit jusqu'à un ruisseau qui coulait à un demi-miel de la cabane. En été, il était large et bruyant, mais maintenant qu'il était gelé, couvert de glace. Seul un endroit où des sources jaillissaient, l'eau coulait encore, noire et rapide. « C'est ici que je puise l'eau, » dit Ethan en montrant un trou dans la glace. La glace est solide, on peut marcher dessus, mais il faut faire attention ici. Clara s'approcha, regardant l'eau. Son visage s'assombrit, et Ethan comprit qu'elle se souvenait de la rivière, où elle avait failli se noyer. « N'aie pas peur, » dit-il doucement. « Je suis là. Il ne t'arrivera rien. » Elle le regarda, et une lueur chaude et reconnaissante brilla dans ses yeux. « Je sais, » dit-elle simplement. Ils continuèrent le long du ruisseau gelé, puis s'enfoncèrent dans la forêt. Ethan lui montrait que les traces, de lièvres, de cerfs, de renards. Il expliquait comment savoir si elles étaient fraîches ou anciennes, où elles menaient, ce qu'elles signifiaient. Clara écoutait attentivement, posait des questions, et Ethan s'étonnait de la rapidité avec laquelle elle comprenait. « Côte de 3, dit-il, côte de 34. Ethan hocha la tête. Elle avait raison. Ils débouchèrent sur une petite clairière où se dressait un vieux pin immense, ancien, aux branches étendues. Ethan aimait cet endroit. C'était calme, paisible, comme si le temps s'y arrêtait. Il s'arrêta et Clara fit de même. « Je viens parfois ici, » dit Ethan, « quand j'ai besoin de réfléchir, ou juste d'être. »« Je comprends, » dit Clara. « Tout le monde devrait avoir un endroit comme celui-ci. » Ils restèrent un moment en silence, contemplant le pin, la neige, le ciel.
Puis Clara parla sans le regarder. « Ethan, je veux te dire quelque chose. Je sais que je ne peux pas rester ici éternellement. Tôt ou tard, je devrais partir, trouver ma place. Mais je veux que tu saches que ces jours, ils comptent beaucoup pour moi. Tu ne m'as pas seulement donné un toit. Tu m'as donné de l'espoir, et je t'en suis reconnaissante. » Ethan se tourna vers elle. Elle se tenait là, emmitouflée dans son manteau, petite, d'apparence fragile. Mais il savait qu'à l'intérieur, elle était d'acier. « Tu peux rester aussi longtemps que tu le voudras, » dit-il. « Tu ne me déranges pas. Honnêtement. Vraiment, vraiment. » Clara sourit. Le premier vrai et large sourire qu'Ethan voyait sur son visage. Et quelque chose en lui tressaillit, se serra, puis se relâcha. Il se détourna, faisant semblant de regarder la forêt. Mais son cœur battait la chamade, comme après une longue course. Ils rentrèrent à la cabane vers midi, les joues rouges, gelés, mais satisfaits. Ethan raviva le feu et Clara prépara le déjeuner. Ils mangèrent en parlant de ce qu'ils avaient vu, des traces, des animaux. Puis Clara sortit un panier de linge à repriser et s'assit près de la fenêtre, où il y avait plus de lumière. Ethan l'observait, assis près du feu, une tasse de café à la main. Elle travaillait avec soin, patiemment, point par point. Le soleil illuminait son visage, et Ethan remarqua comment les fins cheveux sur sa tempe brillaient d'or, comment ses longs cils projetaient des ombres sur ses joues. Elle était belle, très belle, et cela l'effrayait. Depuis 5 ans, il ne s'était pas permis de regarder une femme comme il regardait Clara maintenant. 5 ans qu'il portait le souvenir d'Emma comme une armure, le protégeant de tout nouvel attachement. Mais Clara perçait cette armure, lentement, discrètement, comme l'eau de source à travers la glace. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle sans lever les yeux de son ouvrage. Ethan sursauta, ramené à la réalité. « À rien de spécial. Tu mens. Ton visage devient si pensif, comme si tu étais loin, peut-être. » Clara posa sa couture et le regarda. « Dis-moi à quoi tu pensais. » Ethan hésita, puis décida de dire la vérité. Du moins, une partie. Je pensais que ces jours étaient différents. Bon, je m'étais habitué à la solitude. Mais je réalise maintenant que des choses simples me manquaient. Les conversations, le fait que quelqu'un t'attende à la maison, un sens à tout ça. Clara hocha lentement la tête. Ça me manquait aussi. Le sentiment de ne pas être seul, que quelqu'un se soucie de toi. Nathaniel, il ne se souciait pas de moi. Il me possédait. Ce sont 2 choses différentes, très différentes. Ils se turent. Mais le silence n'était pas lourd, plutôt intime, rempli de mots non dits. Ethan sentait un fil invisible se tisser entre eux, fin mais solide. Le soir, quand la nuit tomba, Clara lui demanda de lui apprendre à tirer. « Quoi de 252 as ?» s'étonna Ethan. « Je veux savoir me défendre. Si Nathaniel me retrouve, ou quelqu'un d'autre, je ne veux pas être sans défense. » Ethan la regarda longuement, puis hocha la tête. « D'accord, on commencera demain, mais pas le soir, il faut de la lumière. » Clara sourit, reconnaissante. « Merci. » Cette nuit-là, Ethan était de nouveau allongé près du foyer, écoutant la respiration de Clara dans le lit. Il pensait à ce qu'elle avait dit, qu'elle partirait tôt ou tard, et il réalisa qu'il ne le voulait pas. Il ne voulait pas qu'elle parte. Il ne voulait pas se retrouver seul à nouveau. Mais que pouvait-il lui offrir? Une vie dans la forêt, loin de la civilisation, dans une cabane à peine assez grande pour un, sans parler de 2. C'était égoïste. Clara méritait mieux. Elle méritait une ville, le confort, la sécurité. Mais quand Ethan ferma les yeux, il voyait son sourire, entendait son rire, sentait sa présence. Et il comprit qu'il était déjà trop tard. Elle était déjà sous sa peau, dans ses pensées, dans son cœur. Le lendemain matin,
Ethan sortit son revolver de rechange, un Colt 45 fiable et pas trop lourd. Ils allèrent dans la clairière derrière la cabane, où Ethan avait installé une cible, une vieille planche de bois appuyée contre un arbre. Clara se tenait à côté de lui, dans sa robe bleue, par-dessus laquelle elle avait enfilé une courte veste en cuir d'Ethan. Il lui montra comment tenir l'arme, comment viser, comment respirer avant de tirer. L'important, c'est de ne pas avoir de secousse, disait-il debout derrière elle, guidant ses mains. Appuie doucement sur la détente. Et souviens-toi que le recul sera fort. Clara hocha la tête, visant la planche. Ses mains tremblaient et Ethan les recouvrit des siennes pour les stabiliser. « Calme-toi, murmura-t-il. Tu vas y arriver. » Elle tira. La détonation retentit dans la forêt. Les oiseaux s'envolèrent en des arbres. La balle manqua sa cible, mais Clara n'eut pas peur. Elle serra seulement la crosse plus fort. « Encore, » dit-elle. Ethan sourit. « Encore. » Ils passèrent plus d'une heure dans la clairière. Clara tirait encore, et à chaque fois, elle visait plus juste. Ethan la regardait, concentré, les lèvres pincées, plissant les yeux pour viser. Elle apprenait vite, et cela l'impressionna. « Tu te débrouilles bien, » dit-il quand elle toucha la planche 3 fois de suite. « J'ai un bon professeur, » répondit Clara en se tournant vers lui. Ses joues étaient rouges de froid et d'excitation. Ses yeux brillaient. Ethan la regarda et réalisa soudain qu'il se tenait trop près, si près qu'il voyait chacun de ses cils, chaque tache de rousseur sur son nez qu'il n'avait pas remarqué avant, si près qu'il sentait son souffle, chaud dans l'air glacial. Clara se figea aussi, le regardant. Quelque chose avait changé dans son regard. Il était devenu plus doux, plus ouvert. Elle s'avança légèrement et Ethan sentit son cœur manquer un battement. Mais elle recula ensuite, détournant les yeux. « Rentrons, » dit-elle doucement. « Il fait froid. » Ethan hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa propre voix. Ils retournèrent à la cabane en silence, chacun perdu dans ses pensées. Le reste de la journée se passa dans une étrange tension. Ils parlaient, mais les mots sonnaient forcés. Ils travaillaient, mais leurs mouvements étaient raides. Ethan sentait que quelque chose flottait dans l'air. Quelque chose de non dit, de lourd. Le soir, alors qu'ils étaient assis près du feu, Clara se mit soudain à parler. « Ethan, je dois te dire quelque chose. » Il la regarda. « Dis-moi. » Elle se tut, cherchant ses mots, puis expira. « Je ressens quelque chose pour toi. Je ne sais pas quoi exactement, je ne sais pas comment l'appeler. Mais c'était là, et ça me fait peur, parce que je ne suis pas prête. Après Nathaniel, après tout, je pensais que je ne pourrais plus jamais faire confiance à personne. Mais avec toi, c'est différent. » Ethan resta silencieux, le cœur battant si fort qu'elle devait l'entendre. « Je ressens la même chose, » dit-il enfin, la voix rauque. « Et j'ai peur aussi. J'ai enterré ma femme il y a 5 ans et je pensais que tout était fini, que ça n'arriverait plus jamais. Mais tu es arrivé, et maintenant je ne sais plus quoi faire. » Clara leva les yeux vers lui, et des larmes y brillaient. Peut-être qu'on n'a rien à faire. Peut-être juste être, tant qu'on en a le temps. Ethan se leva, s'approcha d'elle et lui tendit la main. Clara la prit, et il l'aida à se relever. Ils se tenèrent si près que leur souffle se mêlait. Ethan leva la main, et doucement, comme s'il craignait de l'effrayer, toucha sa joue. Sa peau était chaude, douce. « Cotenez-vous, sauce, murmura-t-il. « Cotet au centrir. Cotet un cata. » Souffla Clara. « Coteau sans. » Ils restèrent ainsi, se tenant la main, se regardant dans les yeux. Le feu crépitait, le vent chuchotait dehors, et le temps semblait s'être arrêté. Et le lendemain matin, quand Ethan sortit vérifier ses pièges, il vit des traces, fraîches, humaines, menant du sentier à la cabane. Quelqu'un était venu.
Quelqu'un cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Ethan retourna à la cabane, le visage sombre. « Que te dois ça ?» dit-il. « Que t'ausien ?» Clara pâlit quand Ethan lui parla des traces. Elle se tenait près de la table, serrant dans ses mains le torchon avec lequel elle essuyait de la vaisselle, et les jointures de ses doigts blanchirent sous la tension. « Que t'bosaga ?» demanda-t-elle, bien que sa voix trahît qu'elle connaissait la réponse. « J'en suis sûr, » répondit Ethan en enlevant sa peau de mouton et en la suspendant à un crochet. Des traces d'homme en bottes. Un homme lourd, à en juger par la profondeur des empreintes. Il venait du sentier, s'est arrêté à une 50aine de mètres de la cabane, est resté un moment, puis est reparti. Il a vu la fumée de la cheminée? Sûrement. La question n'est pas là. La question est de savoir pourquoi il est venu et s'il reviendra. Clara s'assit sur une chaise, serrant toujours le torchon. Son visage s'était affaissé, et Ethan revit dans ses yeux la même peur que la première nuit. « Ils m'ont trouvé, » murmura-t-elle. « Les hommes de Nathaniel, ils savent que je suis ici. » Ethan s'approcha d'elle, s'accroupit pour que leurs yeux soient au même niveau. « Coute-toi 45, » dit-il fermement. « Que te dois-tu et que te dois-tu, que te sont-tu ?» Clara le regarda, et la peur dans ses yeux fit place à la détermination. « Cote-toi. » Ethan se leva, fit les 100 pas dans la pièce, pesant les options. Puis il s'arrêta près de la fenêtre, regardant la forêt. « Premièrement, nous serons prudents. On ne s'éloigne pas de la cabane sans raison. On prend toujours une arme. Je te montrerai comment utiliser le fusil, au cas où. Deuxièmement, j'irai à Willow Creek pour savoir si des étrangers sont apparus. Peut-être que quelqu'un a entendu quelque chose. Tu vas me laisser seul ?» La voix de Clara trahissait son anxiété. « Pas longtemps, quelques heures, tu t'en sortiras. Tu t'enfermes de l'intérieur, tu n'ouvres à personne. Je serai de retour avant la nuit. » Clara hocha la tête, bien qu'il fût évident que l'idée ne lui plaisait pas. « D'accord. Quand pars-tu ? Aujourd'hui, le plus tôt sera le mieux. » L'heure suivante, Ethan se prépara pour le voyage. Il nettoya et chargea les 2 revolvers, vérifia le fusil, s'assura d'avoir assez de munitions. Il sortit du coffre une lourde veste en cuir clouté, moins chaude que la peau de mouton, mais plus pratique pour des mouvements rapides. Il enfila de hautes bottes, rentrant son pantalon en toile épaisse à l'intérieur. Il accrocha un revolver à sa ceinture, glissa le second dans son dos. Il fixa le fusil à sa selle. Clara l'observait en silence, puis s'approcha et lui tendit un paquet enveloppé dans un tissu. « De la nourriture pour la route, » dit-elle doucement. « Des galettes et de la viande séchée, et une gourde de café. » Ethan prit le paquet, et leurs doigts s'effleurèrent une seconde. Il la regarda, ses yeux sérieux, ses lèvres obstinément pincées, ses mains qui tremblaient malgré tout son courage. « Que te sens-tu ?» dit-il. « Que te dit-on que te tief ?» répondit Clara, mais sa voix se brisa. Ethan ne put se retenir. Il s'approcha et la serra dans ses bras, rapidement, fermement, la sentant se raidir puis se détendre contre lui. Elle était chaude, petite, vivante. Et il comprit qu'il était prêt à tout pour la protéger. « Côte 300, » lui murmura-t-il dans les cheveux, respirant la légère odeur de menthe de son savon. « Côte 301. » Il la relâcha et sortit sans se retourner, craignant de ne pas pouvoir partir s'il la regardait une fois de plus. Il s'élarait, vérifia les sangles et se mit en route. La neige sous les sabots s'était dense, la route praticable. Le ciel s'était couvert, mais il ne semblait pas vouloir neiger pour l'instant. Le trajet jusqu'à Willow Creek prit environ 2 heures. La petite ville se résumait à une rue principale bordée de maisons, d'un magasin, d'un saloon, d'une forge, d'un bureau du shérif et d'une petite église à la périphérie. L'hiver, c'était calme, la plupart des habitants restant chez eux. Ethan venait rarement ici, préférant Copper Ridge. Mais aujourd'hui, il avait besoin d'informations, et le meilleur endroit pour cela était le saloon. Il mit pied à terre, attacha Ray et entra. Le saloon nommé le dollar d'argent était typique.
Un long comptoir en bois sombre, quelques tables, un piano désaccordé dans un coin. Derrière le comptoir se tenait Charlie Bix, le propriétaire. Un homme corpulent aux favoris grisonnants et au nez toujours rouge. « Holt !» s'exclama Charlie en le voyant. « Que te traîne, quoi te soit-il » dit Ethan en s'approchant. « Serre-moi un whisky. » Charlie versa le liquide ambré dans un verre, et Ethan le but d'un trait, sentant la chaleur se répandre dans sa poitrine. « Côte 3CI » demanda-t-il. Charlie le resservit, le regardant d'un air interrogateur. « Quelque chose ne va pas. Tu as l'air inquiet. »« Dis-moi, Charlie, des étrangers sont passés par ici récemment ? Quelqu'un qui cherchait quelqu'un. » Charlie se gratta le menton, réfléchissant. « Eh bien, avant-hier, 3 hommes sont passés. L'air sale et méchant. Ils sont restés quelques heures, ont bu, et ont demandé si quelqu'un avait vu une jeune femme, cheveux châtains, dans la vingtaine. Ils disaient que c'était une parente perdue, mais ils n'avaient pas l'air de parents. Ils avaient des yeux bien trop froids. » Le cœur d'Ethan se serra, mais son visage resta impassible. Côte 3D. Côte 311. Vers les montagnes, là où se trouvait sa cabane. Ethan serra les dents. Côte 312. Côte 313. Ethan pâilla et sortit. Dans la rue, il s'arrêta, réfléchissant. Ils étaient donc déjà là. 3 hommes, engagés par Nathaniel. Ils cherchaient Clara, et tôt ou tard, ils trouveraient Nantais à la cabane. Peut-être l'avaient-ils déjà trouvée. Les traces pouvaient net et bien être celles de l'un d'eux. Il fallait rentrer, vite. Ethan sauta sur son cheval et le lança au galop. Ray filait sur la neige, reniflant d'effort. Ethan était penché en avant, le pressant. Les pensées fusaient encore plus vite. Et s'ils étaient déjà là? S'ils avaient fait irruption dans la cabane, sœur, capturer Clara. S'il arrivait trop tard. Quand la cabane apparut entre les arbres, Ethan fut soulagé. De la fumée sortait de la cheminée. La porte était fermée. Tout semblait calme. Il sauta de cheval, courut à la porte et frappa. Côte 315. Il entendit le bruit d'un verrou qu'on retirait, et la porte s'entr'ouvrit. Clara se tenait sur le seuil, un revolver à la main. « Ethan » souffla-t-elle, soulagée, et s'écarta pour le laisser entrer. Il entra, verrouilla la porte, et la serra dans ses bras, incapable de se retenir. Côte 317. Côte 318. Ethan la relâcha et lui raconta sa conversation avec Charlie. Le visage de Clara pâlissait à chaque mot. Côte 3 non, se répéta-t-elle. Côte 3, côte 3 bien. Dit Ethan fermement. Côte 3 côte 3 côte 3. Clara le regardait de ses grands yeux, où se lisaient pour la confusion, la peur, la gratitude, tout à la fois. Côte 3 murmura-t-elle. Côte 3 Ethan lui prit les mains, les serra fort. Côte 3. Des larmes montèrent aux yeux de Clara, et une coula sur sa joue. Ethan l'essuya du pouce. « On s'en sortira, dit-il. Ensemble. Mais tu dois me faire confiance. Totalement. Tu feras ce que je te dis, sans discuter. D'accord ?» Clara hocha la tête, incapable de parler. « Bien. Alors voilà ce qu'on va faire. » Les heures suivantes furent consacrées aux préparatifs. Ethan cloua des planches sur les volets, ne laissant que d'étroites fentes pour tirer. Il renforça la porte avec une barre supplémentaire. Il vérifia toutes les réserves, munitions, poudre, nourriture, eau. Clara l'aidait, travaillant vite et en silence. Il transformait la cabane en forteresse. Le soir, tout était prêt. Ethan était assis près de la fenêtre, regardant la forêt à travers une fente. Clara préparait le dîner, une simple mais nourrissante soupe de viande salée et de haricots. Ils mangèrent en silence, chacun perdu dans ses pensées. « Ethan » dit Clara quand ils eurent fini. « S'il arrive quelque chose, s'ils viennent et que tout tourne mal, je veux que tu saches une chose. » « Quoi ?» Elle leva les yeux vers lui et une flamme y brûlait, chaude et vive. « Ces jours avec toi ont été les meilleurs de ma vie. Je me suis sentie vivante, vraie, pour la première fois depuis des années. Et si je dois mourir, je veux mourir ici, à tes côtés, pas quelque part en fuite et seul.
Ethan se leva, s'approcha d'elle et s'agenouilla à côté de sa chaise. Il prit son visage entre ses mains, la forçant à le regarder. « dit-il d'une voix rauque. « Je ne le permettrai pas. Tu entends? Je ne le permettrai pas. Tu ne peux pas le savoir. Si, parce que je me battrai pour toi jusqu'à mon dernier souffle, parce que tu comptes trop pour moi. » Et il l'embrassa, lentement, tendrement, la sentant se figer, puis répondre, timidement d'abord, puis avec plus d'assurance. Ses lèvres étaient douces, chaudes, et avaient un goût de sel et d'espoir. Ethan la serra par la taille, l'attirant plus près, et Clara passa ses bras autour de son cou, ses doigts s'enfonçant dans ses cheveux. Ils s'embrassèrent longtemps, oubliant tout, le danger, le passé, l'avenir. Il n'y avait que ce moment, ou que deux, cette chaleur entre eux. Quand ils se séparèrent enfin, Clara pressa son front contre le sien, la respiration haletante. « Côte 339, murmura-t-elle. « Côte 340, répondit-il. « Côte 341. » Ils restèrent ainsi, s'accrochant l'un à l'autre, écoutant le crépitement du feu et le hurlement du vent. Puis Ethan entendit un autre son, faible, à peine perceptible. Un craquement de neige, des pas. Il se tendit instantanément, et Clara le sentit. « Quoi ?» demanda-t-elle, effrayée. « Chut !» murmura Ethan en se levant et en attrapant le fusil. « Il y a quelqu'un. » Clara saisit son revolver et se plaça à côté de lui. Ils se figèrent, tendant l'oreille. Les pas se rapprochèrent, puis s'arrêtèrent. Silence. Puis une voix, rude et moqueuse. « Hé, dans la maison, on sait qu'il y a une femme. Livrez-la nous, et on partira sans problème. » Ethan jeta un œil à Clara. Elle était pépate, mais elle tenait bon. Il retourna à la fente du volet et regarda dehors. Dans la pénombre, il distingua 3 hommes, tous armés, tous fixant la cabane. L'un se tenait devant, grand, avec de longs cheveux noirs et une cicatrice sur la joue. Les 2 autres étaient derrière, sur les côtés. « Côte 346, oui, cria Ethan. « Côte 357. » L'homme à la cicatrice rit. « Ne mens pas, chasseur. On a vu la fumée, les traces. On sait que Clara Wint est ici. Son mari veut vraiment la récupérer. Il paiera bien si on la ramène vivante. Mais s'il le faut, on la prendra de force. Elle n'est pas sa propriété, cria Ethan, le sang bouillant. Et elle n'ira nulle part. Alors on la prendra nous-mêmes. Et on te tuera si tu te mets en travers de notre chemin. » Ethan se tourna vers Clara. « Allonge-toi par terre, derrière le lit, tout de suite. » Clara obéit sans discuter. Ethan retourna à la fenêtre, arma son fusil et visa. Il ne voulait pas tuer. Mais s'il le fallait, il le ferait. « Côte 353, » cria-t-il. « Côte 354. » L'homme à la cicatrice fit un signe, et l'un de ses complices leva son fusil. Le coup de feu retentit, la balle frappa le volet, des éclats de bois volèrent. Ethan plongea sur le côté, roula et riposta. Sa balle toucha l'arbre à côté de l'agresseur, qui sursauta en arrière. C'était parti. Les tirs s'enchaînèrent. Ethan tirait à couvert, visant juste, mais pas pour tuer. Dans les jambes, les épaules, pour les effrayer. Mais il ne reculait pas. L'un d'eux tenta de s'approcher de la porte, et Ethan lui tira dans la cuisse. L'homme hurla et tomba. Côte 350 cria Ethan en rechargeant. Côté 356, répondit sa voix de derrière le lit. Encore quelques tirs, puis le silence. Ethan jeta un œil. Les 2 hommes restants traînaient leurs blessés vers la forêt. L'homme à la cicatrice se retourna et cria « Ce n'est pas fini, chasseur, on reviendra. Et la prochaine fois, on ne sera pas aussi clément. » Ethan les regarda disparaître dans l'obscurité. Puis il baissa son fusil et s'approcha de Clara. Elle était assise par terre, serrant son revolver, tremblant de tous ses membres. « Ils sont partis, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle. « Pour l'instant. »« Ils reviendront, » murmura Clara. « Tu as entendu. Ils reviendront. Je sais, mais nous avons du temps. »
et nous allons l'utiliser. Il la serra dans ses bras, et elle enfouit son visage dans son épaule, toujours tremblante. Ethan lui caressa les cheveux, murmurant des mots apaisants, sentant son cœur battre. La nuit allait être longue, mais ils la surmonteraient, ensemble. La nuit qui suivit la fusillade fut interminable. Ethan ne dormit pas, restant assis près de la fenêtre, son fusil sur les genoux, scrutant l'obscurité, à l'affût du moindre bruit. Le vent hurlait dans les pins, une chouette ululait au loin, la neige crissait sous le poil des branches. Des bruits normaux de la forêt, mais qui, maintenant, pouvaient dissimuler un danger. Clara ne dormait pas non plus. Elle y était allongée sur le lit. Mais Ethan la voyait se retourner, sentait ses épaules se trembler. Finalement, il n'y tint plus. « Code 350, appela-t-il doucement. « Code 364. » Elle se souleva sur un coude, le regardant dans la pénombre. Le feu était presque éteint, ne laissant que des braises rougeoyantes. « Code tigre. » Elle hésita une seconde, puis se leva et s'approcha, s'enveloppant dans une couverture. Ethan se décala pour lui faire de la place sur le tapis épais où il dormait habituellement. Clara s'assit à côté de lui, et il passa un bras autour d'elle, l'attirant contre lui. Elle sursauta mais ne se déroba pas. Au contraire, elle se serra plus près, posant sa tête sur son épaule. « N'aie pas peur, » murmura Ethan, sentant la chaleur de son corps à travers sa chemise. « Je suis là, tant que je respirerai, qu'ils ne t'atteindront pas. »« Je sais, » souffla Clara. « C'est juste que je suis si fatiguée d'avoir peur. Je pensais qu'en fuyant Nathaniel, je serais libre. Mais la peur est restée. Elle me suit comme une ombre. » Ethan tourna la tête pour la regarder. Dans la faible lueur des braises, son visage semblait presque irréel. Il leva la main et lui toucha la joue, son pouce caressant lentement sa peau. « Alors, je serai ta lumière, » dit-il, « pour que l'ombre ne s'approche pas trop. » Clara le regarda et des larmes brillèrent dans ses yeux, mais elle ne pleura pas, se contentant de se pencher pour l'embrasser, lentement, profondément, mettant dans ce baiser tout ce qu'elle ressentait, la gratitude, la peur, l'espoir, le désir. Ethan répondit, la serrant plus fort, sentant son cœur battre si fort qu'elle devait l'entendre. Quand ils se séparèrent, Clara enfouit son visage dans son cou, sa respiration saccadée. Ethan lui caressa le dos de larges mouvements apaisants. Il désirait plus, mais il se retint. Pas maintenant. Pas alors qu'elle était si vulnérable. « Dors, » murmura-t-il. « Je veillerai. » Clara hocha la tête et peu à peu, sa respiration devint régulière. Elle s'endormit dans ses bras, lui faisant entièrement confiance. Ethan resta assis, la tenant, son fusil à portée de main. L'aube arriva lentement. Ethan se dégagea doucement, la recoucha sur le lit et l'aborda. Il raviva le feu, prépara du café et sortit. Le gel lui fit du bien, l'aidant à réfléchir. Il fit le tour de la cabane, vérifiant les traces. Les trois hommes n'étaient pas revenus. Mais Ethan ne se faisait pas d'illusions. Il reviendrait. Il fallait prendre une décision. Quand il rentra, Clara était réveillée. Elle se tenait près du foyer, vêtue de sa robe bleue et d'un châle de laine gris. « Bonjour, » dit-elle, le visage pâle mais calme. « Le café est prêt. »« Merci. » Ils s'assirent à table. « Côte-toi 7, » dit Ethan. « Côte-toi 100. » Clara hocha la tête, attendant. « Côté 321, » continua Ethan. « Côté 321. Côté 331. Côté 333. » Clara réfléchit. « Côté 334. » Ethan la regarda droit dans les yeux. « Côté 335. Côté 326. » Il chercha ses mots. « Côté 327. » Les joues de Clara rosirent, et elle baissa les yeux. « Côté 329. Côté 331. » Clara releva la tête, les yeux brillants de détermination.
Côte 390. Ethan hocha la tête. Côte 391. Les heures suivantes furent une course effrénée. Ethan rassembla les provisions. Clara plia les vêtements et les couvertures. Quand tout fut prêt, Ethan jeta un dernier regard à la cabane. 3 ans de solitude ou de silence. Étrangement, il n'éprouvait aucune tristesse, seulement de l'anticipation. « Qu'autototo sentence » demanda-t-il à Clara. Elle se tenait sur le seuil, vêtue de sa longue veste en cuir et d'une robe de laine vert foncé qui avait appartenu à Emma. Mais cela ne lui faisait pas mal. Au contraire, cela semblait juste. « Prête ?» dit-elle fermement. Ils s'élèveraient, le chargèrent. Ethan aida Clara à monter, puis s'installa derrière elle. Elle se blottit contre son dos, et il passa un bras autour de sa taille. « Que te te lui murmura-t-il à l'oreille. Ils se mirent en route, et la cabane disparut lentement entre les arbres. Ils chevauchèrent longtemps sur des sentiers étroits. La neige était épaisse, mais Ethan guidait avec assurance. Clara restait silencieuse, se retournant parfois pour vérifier qu'il n'était pas suivi. Mais la forêt était vide. Le soir, ils atteignirent une vieille cabane de chasseurs, petite et délabrée, mais avec un toit et un foyer. C'était mieux que de dormir dehors. Ethan aida Clara à descendre, déchargea le cheval. Bientôt, la cabane fut remplie de chaleur et ils s'assirent près du feu. « Comment vas-tu » demanda Ethan. « Fatigué ?»« Un peu, mais c'est une bonne fatigue, celle du mouvement, de la liberté, pas de la peur. » Ethan sourit. « Je comprends. » Ils dînèrent, de galettes froides et de viande séchée. Puis Clara s'approcha de la petite fenêtre, regardant la forêt dans le crépuscule. « Côte 39 » se demanda-t-elle doucement. « Côte 400 » Clara se retourna, ses yeux immenses à la lueur du feu. « Côte 400 » Il se leva et s'approcha d'elle. « Côte 400 » dit-il. « Côte 4 » Clara leva la main et lui toucha le visage. Puis elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa tendrement, presque timidement. Ethan répondit, l'enlaçant par la taille. Le baiser s'approfondit, devint plus passionné. Le désir s'enflamma en lui et il dut rassembler toute sa volonté pour ne pas perdre la tête. Il se détacha de ses lèvres, l'embrassant sur la joue, le cou. Clara renversa la tête et ses doigts s'enfoncèrent dans ses cheveux. « Kotoga 34 » dit-il d'une voix rauque en s'arrêtant. « Kotoga 35 » Elle se recula, le regard embué. « Kotoga 306 » murmura-t-elle. « Kotoga 307 » Ethan la regarda, le cœur battant à tout rompre. « Kotoga 34 » Il la prit par la main et la conduisit vers le lit improvisé près du feu. Il l'allongea doucement et se coucha à côté d'elle, la contemplant longuement. « Kotkati » souffla-t-il. « Kotkatani » sourit Clara, la voix tremblante. Ethan se pencha et l'embrassa de nouveau lentement, et ils s'unirent dans une étreinte, oubliant le monde entier. Le feu crépitait, projetant des ombres douces sur les murs. Dehors, la tempête hurlait, mais ici, dans la chaleur et l'intimité, se trouvait leur propre monde, petit mais absolu. Plus tard, allongés l'un contre l'autre, Clara posa sa tête sur sa poitrine. Ils restèrent silencieux, mais c'était un silence éloquent, plein de compréhension et de proximité. « Côte 14 » murmura enfin Clara. « Côte 4 »« Côte 400 » Les mots flottèrent dans l'air simples et légers, mais si importants. Ethan se figea, sentant quelque chose se retourner en lui. « Je t'aimais aussi », dit-il. Et pour la première fois en 5 ans, ces mots sonnaient vrais. Plus que je ne pensais pouvoir aimer à nouveau. Clara se souleva et l'embrassa, brièvement, tendrement, comme une promesse. « Kote Katseno » dit-elle. « Kote Katotsu »« Kote Katonos » acquiesça Ethan. « Kote Katronich » s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, tandis que le feu s'éteignait lentement. Dehors, la nuit était profonde et froide, mais à l'intérieur, régnait une chaleur née de leur amour.
un amour forgé dans l'épreuve, solide comme le roc. Et le matin les attendait, avec une nouvelle route et de nouveaux défis. Mais maintenant, ils étaient prêts, car ils n'étaient plus seuls. Ils chevauchèrent pendant 4 jours. 4 longues journées à travers des sentiers enneigés, des cols et des gorges, longeant des ruisseaux gelés et des forêts silencieuses. Le temps changeait, passant d'un soleil éclatant à des blizzards qui les forçaient à chercher un abri. Mais ils avançaient, sans s'arrêter plus que nécessaire. Ethan les guidait avec assurance, connaissant le terrain comme sa poche. Clara, assise en selle derrière lui, se blottissait contre son dos, et ce simple contact la réchauffait mieux que n'importe quel feu. Les nuits, ils s'arrêtaient dans des grottes ou sous des surplombs rocheux, allumaient des feux, mangeaient leur maigre repas et dormaient enlacés, partageant leur chaleur. Ethan sentait leur lien se renforcer chaque jour, devenant quelque chose de profond, d'indissoluble. Le 5e jour, alors qu'ils descendaient d'un col, Ethan aperçut des cavaliers derrière eux. 3, peut-être 4. Difficiles à distinguer à cette distance. Mais ils suivaient leurs traces. Côte 421, dit-il doucement. Côte 422. Elle se retourna, le visage pâlissant. Côte 4. Côte 4. Ethan lança Ray au trot, puis au galop. Le cheval était épuisé, mais il donna tout ce qu'il avait. Ils dévalèrent la pente, la neige volant sous leurs sabots, le vent sifflant à leurs oreilles. Clara se tenait fermement à Ethan silencieuse, bien qu'il sentît son cœur battre à tout rompre. En bas, une ville apparut. Non, un village, quelques dizaines de maisons éparpillées dans une vallée. Mais il y avait des gens, et donc une sécurité relative. Ethan y dirigea son cheval sans ralentir. Ils firent irruption dans la rue principale, forçant les passants à s'écarter. Ethan arrêta Ray devant le premier bâtiment portant l'enseigne Quote 64 et sauta à terre, aidant Clara à descendre. Côte 425, dit-il en saisissant son fusil. Ils entrèrent dans un petit bureau où un homme âgé, une étoile d'argent sur son gilet, était assis à une table. Il leva la tête, surpris. « Que se passe-t-il ? Des hommes armés nous poursuivent, » dit rapidement Ethan. « Ils veulent capturer cette femme. Elle a fui un mari violent et il a engagé des tueurs. Nous demandons votre protection. » Le shérif se leva, grand malgré son âge, le dos droit et le regard perçant. Il regarda Clara, puis Ethan. « C'est la vérité, mademoiselle. » Clara hocha la tête, essayant de reprendre son souffle. « C'est la vérité, shérif. Mon mari, Nathaniel Crawford, me battait depuis 2 ans. Je me suis enfui il y a 1 mois, et il a envoyé des hommes pour me ramener. De force. » Le shérif fronça les sourcils. « Crawford, dites-vous. J'ai entendu ce nom. Un homme riche, avec des relations. Mais la loi est la fangue et la loi. S'il a été violente avec vous, vous avez droit à une protection. » Il se tourna vers Ethan. « Et vous, qui êtes-vous, vous ?»« Ethan Holt, ancien shérif de Cross Creek. Je l'ai trouvé dans la rivière et lui ai donné refuge. Quand les hommes de Crawford ont attaqué ma cabane, nous avons décidé de fuir. Je l'emmène voir un vieil ami à Butte City, le marshal James Callaghan. Il l'aidera à régler ça légalement. » Le visage du shérif s'éclaira. « 4. Il prit un fusil de chasse au mur. Le shérif sortit et Ethan et Clara s'approchèrent de la fenêtre. 1 minute plus tard, les cavaliers apparurent. 4. L'homme à la cicatrice était en tête. Ils s'arrêtèrent en voyant le shérif. « Halte !» cria le shérif. « Je suis le shérif Abdonovan et ceci est ma juridiction, vos noms et la raison de votre présence. » L'homme à la cicatrice sourit. Côte 4. Côte 441. Côte 442. Côte 4 dit froidement le shérif. Côte 40. L'homme à la cicatrice serra les dents. « Vieil homme, ne te mêle pas de ça. Écarte-toi, et personne ne sera blessé. C'est mon affaire quand on menace des gens dans ma ville. Dernière fois que je le dis, partez. »
La tension était palpable. Ethan serra son fusil, prêt à intervenir. Mais des habitants sortirent de leur maison, des hommes armés, se rangeant derrière leur shérif. L'homme à la cicatrice comprit qu'il était en infériorité numérique. Il jura, fit demi-tour et partit au galop, suivi de ses hommes. Le shérif Donovan rentra, souriant. « Je pense qu'ils ont compris. Mais j'enverrai un télégramme à Callaghan pour le prévenir de votre arrivée. Butte City est à 2 jours de route au nord. Passez la nuit ici, reposez-vous. Ma femme vous préparera à dîner. » « Merci, shérif, » dit Ethan en lui serrant la main. « De rien. Ici, à la frontière, on se serre les coudes, surtout quand il s'agit de justice. » Cette nuit-là, Ethan et Clara dormirent dans une petite chambre au-dessus du saloon. Pour la première fois depuis des jours, ils avaient un vrai lit, une protection. Clara se tenait à la fenêtre, regardant la rue calme. Ethan s'approcha et l'enlaça par la taille. « À quoi penses-tu ? Au fait que tout ça pourrait vraiment se terminer, » murmura-t-elle. « Que je pourrais être libre, vraiment libre. Tu le seras. Callaghan est un homme bon. Il trouvera un moyen. » Clara se retourna dans ses bras. « Et après, qu'adviendra-t-il de nous ?» Ethan sourit. « Après, nous déciderons où nous voulons vivre. Peut-être qu'on restera dans le Montana ou peut-être qu'on trouvera un nouvel endroit. On construira une maison, une vraie maison. On vivra tranquillement, ensemble. » Des larmes montèrent aux yeux de Clara. « C'est vraiment ce que tu veux ? Avec moi ? » ?»« Avec toi, » confirma Ethan. « Seulement avec toi. » Elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Un baiser plein de gratitude, d'amour et d'espoir, pour un avenir qui, la veille encore, n'existait pas. 2 jours plus tard, ils arrivèrent à Butte City, une ville en pleine expansion. Ethan trouva facilement le bureau du marshal. Derrière une table massive se tenait James Callaghan. Il avait à peine changé. En voyant Ethan, il se leva avec un grand sourire. « Holt, bon sang, ça fait des années, je te croyais perdu dans les montagnes. »« Presque, » sourit Ethan. « Jim, voici Clara Winters. J'ai besoin de ton aide. » Callaghan écouta attentivement le récit d'Ethan. Quand il eut fini, il réfléchit. « Quote 4-2, » répéta-t-il. « Quote de 400 »« Quote de 460 » demanda Clara. « Et quote de 405 »« Quote de 406 »« Au quote de 497 » Les semaines suivantes furent étrangement calmes. Ethan et Clara vivaient dans une petite chambre de la pension de Madame O'Brien. Chaque jour, Clara témoignait auprès de Callaghan. Ethan trouva un travail temporaire dans une scierie. Le soir, il se promenait, parlait, et Clara réapprit à rire. Ethan comprit qu'il était amoureux, définitivement. 1 mois plus tard, Callaghan les convoqua, le visage radieux. Côté Chouania, Clara fondit en larmes. Côté Nato Sotocote. 2 semaines passèrent dans une attente pleine d'espoir. Un soir sur le porche, Clara demanda « Ethan, si tout se termine, si je suis vraiment libre, veux-tu m'épouser ?» Ethan se tourna, surpris. « Je le veux, » répondit-il simplement. « Si tu es d'accord. »« Je suis d'accord, 100 fois d'accord. » 1 semaine plus tard, Callaghan apporta les documents officiels. Le divorce était prononcé. Clara n'était plus Madame Crawford. Elle était libre. Le jour même, Ethan demanda au prêtre de les marier. La cérémonie fut simple, avec Callaghan et Madame O'Brien comme témoins. Clara portait une robe blanche modeste, Ethan un costume neuf. Ils échangèrent en leurs vœux et un simple anneau d'or. « Cotte, » lui murmura-t-il à l'oreille. « Comment ça sonne ?»« Merveilleusement bien. » répondit-elle en souriant à travers ses larmes. Après un dîner modeste offert par Callaghan, Ethan partagea ses projets. Retourner à la cabane, la reconstruire, y vivre de chasse et d'agriculture, élever des enfants. « Kotokoa » dit Callaghan en levant son verre. « Que t'es quincé ?» Clara se serra contre Ethan.
Il avait parcouru un long chemin, de la douleur et la solitude à l'amour et l'espoir. Tout cela grâce à la femme qu'il avait sortie d'une rivière glacée. La femme qui était devenue son salut, tout comme il était devenu le sien. 2 jours plus tard, ils quittèrent Bot City. Le printemps commençait à poindre, la neige fondait, les ruisseaux chantaient. Quand ils arrivèrent à la cabane, elle était intacte. Ils entrèrent. Quote Katto dit Kambatata dit simplement Clara. Quoto Fatouaina acquiesce à Ethan. Quoto Guatua. Les semaines suivantes, ils travaillèrent d'arrache-pied, réparant, agrandissant, plantant. Ils travaillaient de l'aube au crépuscule, s'endormant enlacés, épuisés et heureux. Un soir, sur le porche, Clara posa sa tête sur l'épaule d'Ethan. « Tu sais, dans cette rivière, je pensais que je mourrais, et j'étais prête. La mort me semblait être une délivrance. Mais tu m'as sauvé, et tout a changé. Tu ne m'as pas seulement donné la vie, tu m'as donné une raison de vivre. » Ethan l'embrassa sur le front. Côte 4-1, Clara releva la tête, les yeux brillants de larmes de joie. Ils s'embrassèrent lentement, tendrement, sous les derniers rayons du soleil. Le printemps était là, apportant avec lui le renouveau. Et Ethan et Clara savaient que, quoi que l'avenir leur réserve, ils l'affronteraient ensemble. Main dans la main, cœur contre cœur. Car un amour né dans les temps les plus sombres est le plus fort de tous. Il avait traversé le feu et la glace pour devenir indestructible. Et ce soir-là, sur le porche de leur maison, ils étaient heureux. Vraiment, profondément, complètement heureux. Et à l'horizon, une nouvelle aube se levait.